Salut, c'est Cassucef. On se relance dans une nouvelle lecture qu'on t'avait déjà fait il y a 2 ans, mais que par folie, par crise de schizophrénie, je t'avais effacé. Donc pour moi, c'est un livre très important, Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts. Et donc, je te le recommence. Je vous le recommence, les amis. Avant-propos. Tout au fond de la Sibérie, entre la steppe, la montagne et la forêt impraticable, on trouve par-ci là une bourgade. Elle compte à peine 2000 âmes et n'offre au regard que de vilaines maisons de bois et 2 églises, l'une au centre, l'autre au cimetière. C'est moins une ville qu'un bon gros village des environs de Moscou. D'ordinaire, elle est abondamment poursuivie d'ispravniks, d'assesseurs et d'employés subalternes. S'il fait froid en Sibérie, on n'en est pas moins bien au chaud dans le service de l'État. Les habitants sont simples et bien intentionnés. Les mœurs patriarcales et fortement enracinées. Les fonctionnaires qui forment à bon droit la noblesse du pays sont ou des Sibériens de la vieille roche, ou des Russes qui, pour la plupart, arrivent tout droit des capitales, alléchés par la haute paix, l'allocation extraordinaire pour frais de voyage et de belles espérances d'avenir. Parmi ces derniers, les habiles, ceux qui savent résoudre le problème de la vie, se plaisent et se fixent pour toujours dans le pays, lequel finit par en tirer honneur et profit. Mais les têtes à l'évent, ceux qui n'entendent rien aux affaires, se rongent d'ennui dès le début et vont se répétant que diable suis-je venu faire ici? Ils tirent avec impatience leurs 3 ans d'engagement obligatoire. Et sitôt leur changement obtenu, ils s'empressent de regagner leur pénate en dénigrant la Sibérie. Ils ont grandement tort. En effet, avantage de carrière mis à part, c'est à tous égards une terre de bénédiction. Le climat y est excellent. On y rencontre des marchands fort riches, fort hospitaliers, de très dignes halogènes, des jeunes filles fraîches comme des roses et d'une conduite exemplaire. Le gibier, le gibier se précipite dans les rues et vient se jeter de lui-même dans le carnier du chasseur. Le champagne coule à flot
Le caviar est délicieux. Le blé rapporte en certains endroits du 15 pour 1. Bref, c'est un pays de cocagne, mais dont il faut savoir tirer parti. Et les Sibériens savent en tirer parti. Dans une, dans une de ces bourgades joyeuses et satisfaites d'elle-même, dont ma population m'a laissé au cœur un souvenir attendri, je fis la connaissance d'un ex-gentilhomme et propriétaire foncier russe, Alexandre Petrovitch Goriantchikov, condamné aux travaux forcés de seconde catégorie pour avoir assassiné sa femme. Libéré après 10 ans de bagne, il s'était installé sans tambour ni trompette dans la ville d'Oka. Officiellement, il était astreint à résider dans un des cantons voisins, mais Aka. Il trouvait à gagner sa vie en donnant des leçons aux enfants. Les professeurs de ce genre ne sont pas rares en Sibérie, où on se garde de les dédaigner. Les professeurs de ce genre ne sont pas rares en Sibérie, où on se garde de les dédaigner. Ils enseignent principalement la langue française, indispensable pour faire son chemin dans le monde, et dont personne en ces lieux reculés n'aurait sans eux la moindre notion. La première fois que je vis Alexandre Petrovitch, ce fut chez un fonctionnaire, Ivan Ivanitch Gvozdikov, vieillard très honorable et très accueillant, père de 5 filles dont on attendait merveille. Alexandre Petrovitch venait 4 fois par semaine leur donner des leçons à raison de 30 kopecks argent. 30 kopecks argent l'heure. Ses allures m'intéressèrent. C'était un petit homme malingre, affreusement pâle et décharné, mais encore jeune, 35 ans à peine, et toujours vêtu décemment, à l'européenne. Quand on lui adressait la parole, il posait sur vous un regard d'une fixité extraordinaire et suivait avec une stricte politesse chacune de vos paroles, comme si vous lui proposiez une énigme à résoudre ou tentiez de violer ses secrets. Puis il vous répondait par quelques mots brefs et clairs, tellement pesés, tellement circonspects, que vous vous sentiez soudain mal à l'aise et n'aspiriez plus qu'à en rester là. Je questionnais aussitôt Ivan Ivanitch à son sujet. Il m'apprit que Goriantchikov menait une vie irréprochable, sans quoi il ne lui est pas confié l'éducation de ses filles, mais extrêmement retiré. Très instruit, disant beaucoup, il fuyait le monde et parlait si peu volontiers qu'on ne pouvait guère lui avec lui de conversation suivie. D'aucuns même le tenaient pour fou, mais ne voyaient pas là un défaut si grave.
les gros personnages de la ville étaient, pour la plupart, bien disposés à son égard. Il pouvait à l'occasion rendre de grands services. Rédiger des suppliques en haut lieu, par exemple. On le soupçonnait d'appartenir à une bonne famille, d'un rang assez élevé probablement. Mais on savait aussi que depuis sa déportation, il avait coupé toute attache avec elle. Bref, qu'il s'était porté préjudice. Tout le monde d'ailleurs connaissait son histoire. Tout le monde d'ailleurs connaissait son histoire. Dès la première année de son mariage, il avait tué sa femme par jalousie, puis s'était lui-même livré à la justice, ce qui lui avait valu des circonstances atténuantes. On regarde toujours les crimes de ce genre comme des malheurs. On prend leurs auteurs en pitié. On regarde toujours les crimes de ce genre comme des malheurs. On prend leurs auteurs en pitié. Et cependant, cet original se terrait dans son coin et n'en sortait que pour donner des leçons. Je ne prêtais tout d'abord aucune attention particulière. Je ne lui prêtais tout d'abord aucune attention particulière. Mais Dieu sait pourquoi, je m'intéressais peu à peu à cet énigmatique personnage. Je n'arrivais pas à le faire parler. Il répondait bien à mes questions et semblait même s'en faire un devoir, mais sa façon de répondre me causait une gêne si forte que je n'osais les renouveler, tant son visage respirait la fatigue, la souffrance. Par un beau soir d'été, il m'en souvient encore, nous sortir ensemble de chez Ivan Ivanitch. Je le priai brusquement de venir chez moi pour fumer une cigarette. Je ne puis exprimer l'épouvante que refléta son regard. Tout décontenancé, il marmotta des mots sans suite, et soudain, les yeux chargés de haine, il se mit à courir dans la direction opposée. J'en demeurai confondu. Depuis lors, quand je le rencontrais, il m'épiait craintivement. Mais je ne m'en tins pas là. Quelque chose me poussait vers Gorniatchikov, et un mois plus tard, sans raison plausible, je me rendis chez lui. Démarche, je l'avoue, stupide et déplacée. Il habitait tout au bout de la ville, chez une vieille femme dont la fille, une malheureuse poitrinaire,
avait une bâtarde, enfant d'une dizaine d'années, toute rieuse, toute mignonne. Au moment où je pénétrais dans sa chambre, Alexandre Petrovitch, installé auprès de cette petite, lui apprenait à lire. En m'apercevant, il se troubla, comme si je l'avais surpris en flagrant délit. Se leva précipitamment et fixa sur moi des yeux écarquillés. Nous finîmes par nous asseoir. Son regard posé sur le mien me scrutait avec persistance, comme s'il flairait en moi de mauvaises intentions secrètes. Je devinais que sa méfiance touchait à la folie. Il me dévisageait avec une hostilité si évidente que pour un peu, il lui demandait Vas-tu bientôt filer d'ici, voyons? Je lui parlais de notre bourgade, des nouvelles du jour. C'est à peine s'il me répondit, en esquissant un sourire hargneux. Je m'aperçus bientôt qu'il ignorait les faits les plus notoires, et même qu'aucun d'eux ne l'intéressait. Je lui parlais ensuite de notre contrée, de ses besoins. Il m'écouta sans répliquer, avec son regard d'une fixité si étrange que je finis par regretter cette conversation. Je faillis pourtant secouer sa torpeur en lui offrant, non encore coupé, mes livres et mes revues que je venais de prendre à la poste. Il leur jeta un coup d'œil avide, m'escompta aussitôt et les repoussa en s'excusant sur son manque de loisirs. Je pris enfin congé et me crus en sortant allégé d'un point insupportable. Je trouvais honteux, je trouvais absurde d'avoir harcelé un homme dont le souci principal consistait à se retirer le plus loin possible du monde. Mais la sottise était faite. J'avais remarqué qu'il possédait fort peu de livres. On prétendait donc à tort, passant très tard en voiture devant ses fenêtres, j'avais remarqué qu'il possédait fort peu de livres. On prétendait donc à tort qu'il lisait beaucoup. À 2 reprises néanmoins, passant très tard en voiture devant ses fenêtres, j'aperçus de la lumière. Qu'avait-il donc à veiller ainsi jusqu'à l'aube? Écrivait-il? Et dans ce cas, qu'écrivait-il? Je dus m'absenter pendant quelques 3 mois. À mon retour, au cœur de l'hiver, j'appris qu'Alexandre Petrovitch était mort durant l'automne, dans une solitude complète, sans avoir une seule fois fait venir le médecin. Il était déjà presque oublié. Son logement restait vacant. J'allai voir aussitôt sa logeuse et l'interrogeai sur les occupations du défunt. Pour une pièce de 20 kopecks, elle m'apporta une corbeille remplie de papier, tout en m'avouant qu'elle avait déjà détruit 2 cahiers.
C'était une vieille femme. C'était une vieille femme. C'était une vieille femme bourrue, peu loquace, et qui ne m'apprit rien de bien nouveau sur son locataire. À l'entendre, il ne faisait presque jamais rien. Il restait des mois sans toucher ni un livre ni une plume. Par contre, il passait des nuits entières à arpenter sa chambre, plongé dans ses pensées, ou se parlant à lui-même. Il adorait la petite Katia, surtout depuis qu'il avait appris son prénom. Est-ce que c'est parce que le cigare se rallume? Par contre, il passait des nuits entières à arpenter sa chambre, plongé dans ses pensées ou se parlant à lui-même. Il adorait la petite Katia, surtout depuis qu'il avait appris son prénom. Chaque année, le jour de la Sainte-Catherine, il allait faire dire une messe pour le repos d'une âme d'une personne. Chaque année, le jour de la Sainte-Catherine, il allait faire dire une messe pour le repos de l'âme d'une personne qui avait porté ce nom-là. Il ne supportait pas les visites, ne sortait que pour donner des leçons. Regardez même la brave femme de travers, comme quand une fois par semaine, elle venait mettre un peu d'ordre dans sa chambre. Pendant les 3 ans qu'il avait été son locataire, il n'y avait presque jamais adressé la parole. Je demandais à Katia si elle se rappelait son maître. Elle me considéra sans répondre. Puis, se tournant contre le mur, elle se mit à pleurer. Ainsi, malgré tout, cet homme avait su se faire aimer. Je pris les papiers et passai une journée chez moi à les trier. C'était pour les 3/4 des brouillons sans importance, des devoirs d'écolier à noter. Enfin, par contre, je découvrais un cahier assez volumineux, couvert d'une écriture fine, mais inachevée, abandonné sans doute par son auteur. C'était la narration de ses 10 ans de bagne. Dans ce récit incomplet, s'enchevêtraient des fragments étranges, des souvenirs abominables, jetés sans ordre, convulsivement, comme pour se détendre. Je l'ai lu et relu, et j'en vins presque à croire qu'ils avaient été rédigés dans une crise de folie. Mais les notes sur le bagne, ces scènes de la maison des morts, comme Alexandre Petrovitch les intitule lui-même, à un certain point de son manuscrit, ne me parurent pas dénués d'intérêt. Le monde des déchus, monde absolument nouveau, resté jusqu'à ce jour opaque, impénétrable. L'étrangeté de certains faits
quelques remarques bizarres captivèrent mon attention et ma curiosité. Cependant, j'ai pu me tromper sur la valeur de l'ouvrage. J'en publie aujourd'hui J'en publie aujourd'hui quelques chapitres. Le public jugera. 3 petits points.